Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de ce podcast de la voix d'une amoureuse. Un épisode où je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Catherine et avec Catherine on va parler d'un sujet dont on parle de plus en plus, mais qui pour moi reste encore un peu tabou et moi j'ai très envie de lever ce tabou. On va parler des difficultés et des douleurs sexuelles. Coucou Catherine. Coucou Céline! Je suis très heureuse de te recevoir. Je pense que tu vas nous apporter beaucoup de choses. Et déjà, rien que de parler de ce sujet, bah, merci de le faire parce que c'est vraiment très chouette. Bien, merci de m'offrir l'espace pour le faire et merci de m'accueillir aujourd'hui. Je t'en suis infiniment reconnaissante. Avec grand plaisir. Bah, Catherine, du coup, je te propose, comme je propose à chaque début de podcast avec un ou une invitée, de te présenter, voilà, de nous dire un peu qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es, même si avec ton joli accent, on a déjà quelques idées. Oui, alors effectivement, je suis au Québec, plus précisément à Montréal, et je suis thérapeute en santé sexuelle en contexte 100% virtuel. Donc, je travaille via la plateforme Zoom et mon intention est d'aider et d'accompagner les personnes ayant des organes génitaux féminins à mieux comprendre et ainsi surmonter leurs douleurs sexuelles pour avoir finalement une meilleure vie sexuelle. Puis plus précisément, justement, j'aide ces personnes à mieux se comprendre, à mieux connecter avec leur corps, à adapter leur sexualité, à percevoir aussi différemment ce qu'elles vivent, leur faire prendre des prises de conscience, les conseiller dans la gestion de leur stress et la régulation de leur système nerveux et développer davantage de bienveillance envers elles-mêmes. Comment ça se passe quand quand les personnes viennent te voir? Qu'est-ce qu'elles te disent? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent un peu plus que d'autres, par exemple, et peut-être des motifs de consultation réguliers? Ben, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui vivent avec des difficultés ou une impossibilité à la pénétration vaginale. Mhm. Donc, souvent, avec ces symptômes-là, impossibilité, difficulté à la pénétration, les médecins vont dire que ça peut être du vaginisme, OK? Puis aussi, j'ai plusieurs personnes qui souffrent de vulvodynie, plus précisément la plus répandue étant la vestibulodynie. Ça, c'est une douleur qui est localisée à l'entrée vaginale, qui s'appelle le vestibule vulvaire, et ça peut se présenter sous forme de brûlures, de souvent des petites aiguilles comme qui nous piquent à l'entrée, comme une déchirure aussi lors de la pénétration. Donc c'est vraiment une douleur superficielle de la muqueuse. Et parfois, il y a aussi des micro-fissures. Donc, cette muqueuse-là peut être endommagée avec toutes les douleurs que ça comporte. Donc, ça, c'est pour la vestibulodynie. Mis à part ça, il y a aussi la dysparunie. Donc, les douleurs durant les rapports sexuels avec pénétration. Souvent, ce qui caractérise la dysparunie, c'est que plus il y a de va-et-vient, plus la douleur s'intensifie. OK, donc ça peut être une sensation de brûlure qui peut notamment être causée par une sécheresse vaginale. Donc, c'est toujours important de vérifier le degré de lubrification et d'utiliser un bon lubrifiant qui respecte là, le pH vaginal pour ne pas empirer la situation. Alors, vaginisme, vulvodynie, dyspareunie, c'est pas mal ce que ma clientèle vit. J'ai aussi eu une cliente qui était aux prises avec des vaginoses bactériennes récurrentes depuis de nombreuses années, qui lui causaient aussi des vaginites. Donc, inflammation de la muqueuse, souvent c'est ce qui s'ensuit là après de nombreuses vaginoses bactériennes comme ça. Et voilà, je suis très contente parce qu'en 3 rencontres seulement, j'ai vraiment changé radicalement sa situation, sa vie sexuelle s'est améliorée. Donc voilà un peu le portrait des clientes que j'ai actuellement. Merci pour tout ça. C'est hyper riche. Alors ça fait beaucoup d'informations et ça peut être ça peut faire peur un petit peu, hein, ce côté waouh mince, il y a beaucoup de choses et en même temps.
Moi, quand j'ai découvert un peu tous ces mots, tout ce vocabulaire, ça a été un peu un soulagement parce que, en fait, tout ce que tu partages là, moi, ça fait vraiment écho à ma vie un peu perso et à ma relation sexuelle avec mon partenaire actuel, qui en fait a commencé de manière très bien, jusqu'au moment où on s'est dit bon bah ce serait chouette que qu'on essaye la pénétration. Et où en fait, mais ça n'a pas du tout marché. Au début, vraiment, c'était très douloureux et on n'a pas insisté. Et vraiment, je me suis dit, mince, mais j'ai un problème, mais c'est de ma faute. Vraiment, j'ai un problème. Je sais pas si les personnes qui viennent te voir ont un peu cet état d'esprit de se sentir coupable, d'avoir cette douleur ou cette injustice, de dire, mais est-ce qu'il y a vraiment une explication à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves, toi, un petit peu dans tes accompagnements? Oui, tout d'abord, ce n'est pas de ta faute. Et s'il y a une femme qui nous écoute en ce moment, qui vit la même chose que toi, euh, ou une situation similaire, ce n'est pas de ta faute non plus. OK? La culpabilité, la honte, le sentiment d'inadéquation, c'est vraiment, ça fait partie du bagage émotionnel, OK, avec lequel la personne se présente souvent. C'est tout à fait normal, légitime de ressentir ça. Non pas la douleur, bien évidemment, mais toutes ces émotions-là. Euh, Puis, je tiens aussi à préciser que tu n'es pas seule, Céline. Moi, j'ai eu une vie sexuelle ponctuée de dysfonction sexuelle et de douleur. OK? J'ai 39 ans aujourd'hui et j'ai vécu seulement une vie sexuelle sans douleur durant environ 1 an dans toute ma vie. Donc, j'ai vécu beaucoup de ce que j'ai nommé précédemment, les pathologies, les dysfonctions sexuelles. Et selon les statistiques, en fait, en Amérique du Nord, il y a près de 20% des femmes qui vivent ça ou qui vont le vivre au cours de leur vie. 20%, moi, je trouve que c'est beaucoup. Je sais pas toi. C'est énorme. Ouais, c'est une personne sur cinq. Enfin, c'est vraiment énorme, ouais. Ouais. Et je pense que la deuxième partie de ta question, c'était, c'est dû à quoi? Je pense que tu voulais un peu savoir les causes. Est-ce que c'est ça? Mais en tout cas, ouais, c'était un petit peu. Est-ce que quand on vient de voir, il y a un peu cette errance de dire, mais ouais, est-ce que bon, tu as parlé hein, du fait que c'était normal, mais voilà, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a des causes? Et moi, ça a été toute une découverte hein, de découvrir le vaginisme, la dyspareunie, tout ça, c'était des choses que je connaissais pas du tout. Mhm. Oui, ben surtout pour le vaginisme, souvent ça se présente, ça se manifeste chez les femmes qui ne connaissent pas bien leur corps, qui n'ont peut-être pas pu aussi explorer leur sexualité lors de leur développement psychosexuel de manière saine, de manière sans tabou, par exemple. Mais oui, il y a différentes causes, mais selon la littérature scientifique, les causes restent quand même floues, mais il y a quand même des facteurs. On a quelques hypothèses aussi. Puis sur le terrain, que ce soit moi ou par exemple des kinés en rééducation périnéale, ici physiothérapeute en rééducation périnéale, voient quand même certaines causes revenir chez leur clientèle, hein, certains patterns. Puis, on sait aussi que les douleurs peuvent être associées à, par exemple, de l'endométriose, de l'atrophie vaginale, de la sécheresse vulvaire et vaginale, du lichen scléreux. Ok, ce sont toutes des pathologies qui sont tout à fait adressables avec le médecin, bien évidemment, et aussi des maladies inflammatoires pelviennes. Donc ça, peut-être plus en parler à ce moment-là à une kiné en rééducation périnéale. Elles connaissent aussi bien ce type de maladie. Euh, donc, grosso modo, c'est ça, mais aussi elles peuvent être de sources inflammatoires infectieuses. Ce n'est pas rare, par exemple, que des femmes qui ont eu justement plusieurs vaginoses bactériennes au cours de leur vie ont des douleurs chroniques sexuelles par la suite. Et aussi, selon la littérature, si une femme a eu 4 infections urinaires et plus au cours de sa vie, elle a plus de risques d'avoir des douleurs sexuelles.
Donc oui, ça peut être inflammatoire, infectieux, ça peut être aussi d'ordre génétique, ça peut être dû à des désordres hormonaux, hein, la ménopause, il y a des changements hormonaux importants, l'allaitement aussi, la grossesse et la prise de contraception hormonale aussi engendre des désordres hormonaux. Puis ça peut être aussi dû à une hypersensibilité vulvo-vaginale ou plus de manière générale sur d'autres parties du corps ou tout le corps. Puis il y a aussi des facteurs psychologiques, hein? Les personnes qui ont de l'anxiété, qui ont de la dépression sont plus à risque aussi. Les personnes qui ont vécu de l'abus sexuel ou et physique aussi. Puis des tensions musculaires qui vont même jusqu'à des tensions vraiment importantes qu'on appelle hypertonie musculaire. Donc ce sont des muscles qui sont hyper tendus. Moi-même, je vis ça au niveau du périnée. Puis ça, ben évidemment, ça cause des douleurs sexuelles. Puis avec les muscles du plancher pelvien, le périnée, tout ça, on se rappelle le périnée qui part du pubis qui va jusqu'au coccyx. Donc c'est une sorte de demi-ballon souvent là. On le met en image comme ça. Mais ça peut être aussi dû à des chirurgies. Une personne qui a eu une chirurgie au niveau abdominal, pelvienne, ou aussi après une radiothérapie là, pour des cancers plus dans la zone de l'urètre et gynécologique. Donc, grosso modo, les causes, ça ressemble à ça. Ouais, donc clairement, enfin moi ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'en fait, ben comme tu disais tout à l'heure, tu es normal. Si tu as des douleurs, ce n'est pas de ta faute. Et il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ces douleurs. Donc ça vaut le coup, ou en tout cas même un inconfort, mais ça vaut le coup d'aller creuser, que ce soit avec un médecin, que ce soit avec un kiné, une sage-femme ou autre, mais d'aller creuser. Bah tiens. Est-ce que c'est une douleur due à une opération? Est-ce que c'est une douleur physique? Est-ce que c'est une douleur psychologique? Et ça peut faire beaucoup, hein, dit comme ça, mais c'est vrai que c'est un côté aussi vachement rassurant de se dire, bon, bah, il y a des raisons, ça se passe pas dans ma tête, c'est pas moi qui invente cette douleur. Si elle est là, c'est qu'il y a quelque chose. Et merci, en fait, de poser tout ça parce que ça fait du bien. Je me sens plus léger. En tout cas, ça m'aide à me sentir plus légère avec tout ça. Oui, c'est important ce que tu viens de dire. Ce n'est effectivement pas dans la tête, hein. Ce n'est pas une douleur inventée. Par contre, le cerveau, qui notamment a un cortex moteur, joue un rôle dans la modulation de la douleur. Il y a des études qui démontrent que lorsqu'on bouge plus, qu'on se met en action, bien la douleur, elle est plus régulée. La douleur perçue, elle devient diminuée. Puis là, je m'écarte un petit peu, là, mais il faut savoir aussi que la peur d'avoir mal, elle contribue à cette douleur-là, au maintien, en fait, de cette douleur-là. Puis, non, ce n'est pas dans la tête. Et si vous rencontrez un médecin qui vous dit ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas à demander un second avis professionnel, un second avis médical. Vous savez, juste pour l'endométriose, le temps moyen pour avoir un diagnostic est de 8 ans, si je ne m'abuse. Ce n'est pas rare que ça prenne même 10 ans. OK? Donc, souvent, les femmes qui ont des douleurs sont invalidées, sont peu écoutées, sont peu prises au sérieux et elles se font dire que c'est dans leur tête. Et ça, je trouve ça bien dommage. On l'a évoqué un petit peu, mais est-ce qu'on peut juste refaire une différence bien précise entre dyspareunie, vaginisme, et tu parlais aussi de vulvodynie, juste pour qu'on sache à peu près les trois vraiment, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, la vulvodynie, c'est plus un terme là, clinique général pour définir des douleurs au niveau des organes génitaux, au niveau de la vulve, ok, donc externe. Mhm. Puis elle peut être généralisée, plus étendue au niveau vulvo-vaginal ou plus localisée, comme dans le cas de la clitoridynie, donc douleur au niveau du clitoris, ou de la vestibulodynie, comme je le disais tout à l'heure. Et tout à l'heure, ce que j'ai mentionné, c'est que la vestibulodynie, donc la douleur au niveau du vestibule vulvaire de l'entrée vaginale, c'est la plus commune des vulvodynies. OK? Donc, vulvodynie, vestibulodynie, ça va quand même ensemble, OK? En fait, dans le cas de la vestibulodynie, ça peut apparaître
La douleur peut en fait se manifester, je veux dire, si elle est provoquée. Donc, s'il y a une tentative de pénétration quelconque, hein, que ce soit un jouet sexuel, un tampon, un accommodateur, voire dilatateur, euh, lors d'un examen gynécologique, lors évidemment de la pénétration d'un pénis. Donc, ça peut être provoqué, mais ça peut être aussi spontané. Donc, rien qui a provoqué ça, la personne fait juste marcher, elle a mal. Ou ça peut l'empêcher de dormir aussi la nuit, des fois. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que la douleur, elle est moindre durant que la personne dort, mais c'est quand même des choses qui peuvent arriver. La douleur peut réveiller la personne la nuit. Donc, il peut avoir une provocation, une tentative, quelque chose qui fait bien faire, dans le fond, pression sur ce vestibule vulvaire-là qui déclenche de la douleur. Et pour ce qui est de la dyspareunie, c'est vraiment lorsqu'il y a pénétration, plus il y a de va-et-vient, plus il y a de douleur. Et souvent, en fait, c'est pas toujours, mais c'est fortement associé à un manque de lubrification. Mais ça peut aussi être associé à trop de tension accumulée dans le plancher pelvien, dans le périnée. Donc, les muscles ne glissent pas bien entre eux lors de cette pénétration-là, lors de ce va-et-vient-là. Ça, c'est important. Un plancher pelvien en santé les muscles doivent être capables de autant se relâcher que de se contracter pour évidemment éviter des descentes d'organes, des choses comme ça. Je sais pas si c'est clair. Vaginisme, juste pour répéter, c'est lié à un spasme musculaire involontaire. Donc, il y a, même avant la pénétration, il y a un réflexe musculaire qui contracte les muscles, qui contracte l'entrée vaginale. Ce qui fait en sorte que la pénétration est difficile, voire impossible. Ouais, ouais, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est de vraiment différencier ces différentes douleurs et ces différentes causes qui font que voilà, il y a des personnes avec qui la pénétration ce sera impossible, d'autres avec qui ce sera douloureuse. Et quand même, hein, l'idée de cette interview, et on va y venir, puisqu'on va parler de tes accompagnements dans quelques minutes, mais c'est de dire la bonne nouvelle, c'est que ça bouge et que ça peut vraiment bien se terminer. D'ailleurs, moi, j'en profite parce que je t'ai entendu plusieurs fois parler de lubrification. Mhm. Et donc moi, quand j'ai eu ces fameuses douleurs au moment de la pénétration et où vraiment c'était vraiment quasiment impossible, je crois que je remercierai jamais assez mon ex-belle-sœur avec qui j'en ai discuté et qui m'a Mhm. dit très calmement, mais achète du lubrifiant. Et en fait, je me suis purée, je connaissais pas à cette époque. Et j'étais dans cette croyance que mon corps suffisait, qu'il pouvait lubrifier suffisamment, et que comme mon copain avait une capote, ça suffisait. Et en fait, bah non, des fois, on a besoin aussi d'un peu plus de lubrifiant. C'est pas grave du tout, c'est même tout à fait normal. Et Mhm. clairement, dès qu'on a su ça, ça a clairement été beaucoup plus simple. Je pense qu'après, tu pourras peut-être aussi nous parler peut-être d'autres petites techniques, mais en tout cas, c'est vrai que moi, en tout cas, ça a vraiment changé ma vie. Et je me permets juste de préciser d'ailleurs une petite chose que j'ai appris il y a pas très longtemps. Je trouve que c'est important de le savoir. Oui, il y a du lubrifiant sur les préservatifs, mais c'est du lubrifiant qui permet surtout d'enfiler le préservatif. Ce n'est pas du Mhm. lubrifiant pour lubrifier le vagin ou pour lubrifier un rapport. Donc, ne pas hésiter vraiment à utiliser du lubrifiant en plus. Wow, c'est très important ce que tu viens de dire là. Tu vois, moi-même, je n'en parle pas, puis merci, ça me donne une belle idée de création de contenu. Mais effectivement, c'est fait pour rendre plus facile le port du condom, de le mettre là pour l'homme, et c'est effectivement pas pour lubrifier le vagin. Puis, tu sais, ça me fait penser à quelque chose d'important aussi, je pense qu'il faut mentionner. La femme, pour avoir une réponse sexuelle optimale, son corps, pour avoir vraiment une bonne réponse physiologique, là, a besoin d'environ 15 minutes de préliminaire. D'expérience, soit d'en parler avec des amis ou de ma propre expérience, ça ne dure pas toujours 15 minutes et je tiens à préciser que le sexe oral, c'est un acte sexuel et non pas un préliminaire. Donc, Hmm. les préliminaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont les baisers, les caresses,
un massage, des effleurements, des mordillements. Donc, c'est ça. Ce n'est pas un acte sexuel comme la pénétration, le sexe oral ou même la sodomie, par exemple. Ouais, et merci, hein. Merci d'en parler parce que c'est tellement important. Moi aussi, ça a été ma frustration quand je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ça se passait pas comme dans les séries ou dans les films où bah, Hmm. ça y est, il y a deux bisous et puis hop, c'est parti, il y a une pénétration, mais pas du tout. Ça peut pas Oh se là passer là. comme ça. Ah, j'ai tellement compris. Je trouve ça drôle que tu parles de ça parce que en ayant cette expérience-là de pénétration sans douleur pendant environ 1 an que j'ai eu, j'ai tellement compris ensuite le ridicule des scènes dans les séries et dans les films, comme ça fonctionne pas du tout comme ça dans la vie. Vraiment, ouais. Puis oui, pour ce qui est du lubrifiant, juste pour rebondir là-dessus, il n'y a pas d'âge pour en utiliser. Puis je trouve ça Hmm. important que tu aies écouté justement ta belle-sœur, je pense que tu as dit, euh, que tu as suivi Ouais. son conseil parce qu'effectivement, ça peut faire une belle différence. Juste faire attention, pas de lubrifiant à base de silicone, par contre, avec le port du préservatif en latex, c'est incompatible. Donc, je sais pas si ça t'étais au courant. Non, ça, tu vois, je l'apprends. Donc, merci merci de le dire. Moi, j'en utilise à base d'eau, mais effectivement, ouais. Oui, ça peut détériorer les matériaux en fait du préservatif et donc il peut devenir moins efficace. Ok. Alors, on mixe pas latex et silicone. Ok. Donc là, plutôt lubrifiant à base d'eau. Oui, par contre, là où j'ai un petit peu de difficulté, c'est que quand c'est à base d'eau et qui n'a pas juste un manque de lubrification comme ça dans la réponse sexuelle, mais bien une sécheresse chronique, la Hmm. muqueuse, elle est tellement assoiffée qu'elle va boire rapidement ces lubrifiants-là à base d'eau. Donc, ce qu'on conseille, c'est en silicone, s'il n'y a pas comme contraception le port du préservatif en latex. Donc, silicone ou il y a certains lubrifiants qui sont hybrides, donc à base d'eau, mais aussi à base d'huile. Moi, mon coup de cœur, en fait, à titre vraiment personnel, c'est l'huile de chanvre. Moi, l'huile de Hmm. chanvre qui est vraiment très, très près des lipides que notre propre corps produit, en fait, a vraiment été, tu sais, c'est très doux pour moi, ça respecte, je veux dire, je sens pas que ça débalance ma flore, c'est naturel, puis j'ai jamais eu de réaction malgré les brûlures que je ressentais et tout lorsque mes douleurs étaient à leur sommet là. Ça s'est toujours très bien passé, en tout cas en ce qui me concerne. Donc ça Hmm. peut être aussi de l'huile d'onagre, de l'huile de bourrache, de l'huile d'amande douce. Juste faire attention avec l'huile de noix de coco par contre parce qu'elle a des propriétés antifongiques, donc elle va tuer tous les champignons et ça peut créer un débalancement hormonal, pas hormonal, pardon, un débalancement au niveau de la flore vaginale. Ok, génial. Ah bah merci. Tu vois là, je prends des notes parce que mais j'utilise l'huile de coco, mais effectivement, je faisais attention parce que je savais et j'utilise aussi l'huile d'onagre qui est géniale. Ouais. Mais je note aussi du coup l'huile de bourrache et l'huile de chanvre du coup parce que bah, c'est aussi de très bons lubrifiants. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup des huiles, mais c'est Mhm. très très bon lubrifiant aussi. Ouais. Ouais. On l'a très peu évoqué, mais j'aimerais bien parler un petit peu de l'impact dans le couple de ces Mhm. douleurs. Est-ce que c'est quelque chose que tes clientes se ramènent un petit peu ou comment elles en parlent justement de ce lien avec leur partenaire? Oui, ben en fait, ce qui revient souvent, c'est je veux pas perdre mon chum, je veux pas perdre mon copain. Hmm. Je, puis tu sais, malheureusement, ce qui en découle de cette peur-là, souvent, c'est qu'elles vont se forcer à avoir des rapports sexuels douloureux. Ça, je trouve ça dommage, mais en même temps, je comprends. C'est la peur de pas perdre l'autre, donc on veut faire plaisir. On veut pas être trahi par une tromperie, par exemple. Euh, Hmm. donc oui, ça, c'est une crainte qui revient souvent. Aussi, elles ont le sentiment d'être, comment dire, d'être brisées.
Mais non, on n'est pas brisé. Tout se répare, tout se restaure. Le corps est une puissante machine qui peut s'auto-guérir. Mm. Mais il faut avoir les outils pour ça. C'est tout à fait possible. Il y en a des témoignages de rétablissement. Mm. Et moi-même, j'ai guéri une fois du vaginisme que j'avais depuis toujours. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Mais il faut se donner les outils, il faut être dans des dispositions où on est avec un conjoint ou une conjointe qui n'est pas hostile envers nous, parce que ça a une influence sur la douleur perçue. Il faut être vraiment dans un environnement où on sent que la personne qui est à nos côtés nous supporte Mm. et peut nous apporter de la bienveillance, de la compréhension et veut vraiment travailler en équipe. OK, souvent, il y a des femmes qui vont être portées à vouloir travailler ça toutes seules de leur côté, mais vraiment, ça fonctionne mieux quand on accueille l'être aimé dans le processus. Ouais, j'aime beaucoup quand tu parles de travail d'équipe et de faire ça ensemble parce que bah oui effectivement quand on a un rapport sexuel avec quelqu'un on est au moins deux si ce n'est plus donc Mhm. finalement même si c'est toi qui as mal c'est très très important d'en parler avec là où les personnes avec qui tu es parce que bah, ça les concerne aussi finalement Oui. et est-ce que c'est facile d'en parler ou comment est-ce que toi tu as peut-être des petits tips ou des petites choses que tu aimes bien dire à ces femmes pour dire bah tiens viens communiquer avec ton partenaire sur ça. Oui, c'est vrai que je remarque qu'il manque souvent de la communication sexuelle. Puis ça, Mhm. j'avoue que je les encourage à cultiver ça. Donc, comment faire? Ben, tout d'abord, lors d'un rapport sexuel, moi, ce que je dis à mes clientes, si tu as une pénétration et tu trouves que sur une échelle de 1 à 10, 10 étant très douloureux, Ouais. tu es à 5, moi, je te suggère d'arrêter parce que tu vas renforcer cette douleur-là si tu poursuis et ça risque d'aller plus haut que 5 au cours de Mhm. ce même rapport sexuel-là. Donc, souvent, elles ont peur de le dire à leur conjoint qu'elles ont trop mal à ce moment-là. Tu sais, imagine, là, le conjoint a vraiment du plaisir et toi, faudrait que tu dises on arrête. Ça peut être confrontant, Ouais. mais c'est essentiel quand on a des douleurs sexuelles et qu'on est en couple ou même en polyamour, euh, d'en parler, de communiquer, parce que souvent, après, quand l'homme ne sait pas qu'elle avait trop mal, là, lui, il se sent mal, il se sent coupable. Donc, tu comprends? Je pense que vaut mieux en parler et rester sur une bonne note. OK, j'ai pas dépassé le 5 sur 10, mais on a quand même eu un peu de plaisir. On verra comment ça se passera la prochaine fois, mais essaye de relativiser ça au détriment de ah ben on s'est pas rendu jusqu'à la fin ou jusqu'où on voulait se rendre ou on l'a juste fait 5 minutes au lieu de 15 minutes, peu importe, là, je dis des choses, juste des exemples comme ça. Il faut vraiment essayer de ressortir le positif de ça. Trouver un élément positif dans chaque événement inconfortable, négatif. Pour ma part, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé dans la vie, à relativiser. Mhm. À... Puis mon copain m'a beaucoup aidé là-dedans. Mon copain, vraiment, là, moi, je suis chanceuse parce que c'est lui qui me disait, OK, on arrête, on va rester sur une bonne note, on a eu du plaisir. Tu sais, comme ça, ton cerveau va enregistrer que ça a été plaisant, pas juste douloureux. Donc, on va pas empirer la situation. Et c'est une des façons que le partenaire peut participer aussi en posant des questions. Est-ce que tu as trop mal? Est-ce que c'est correct cette position-là? Ou tu préfères qu'on change? Ça aussi, des fois, il y a une gêne. Ah, je préférais qu'on change de position. Donc, j'essaie vraiment d'amener ces femmes-là à communiquer, à améliorer leur communication sexuelle avec leur partenaire. C'est vraiment important. C'est vraiment à la portée de tout le monde, mais il faut être capable de s'affirmer.
Quand je t'entends, ce que j'entends, c'est, mais finalement, nos partenaires, bon, en général, ils sont quand même sympas et ils ont quand même envie qu'on prenne aussi du plaisir. Et ils vont Mhm. se sentir mal, effectivement, s'ils se rendent compte que, ben, nous, ça nous a fait mal et que du coup, nous, on n'a pas eu ce plaisir-là, finalement. Et je pense qu'à l'inverse, on se sentirait mal si on prenait du plaisir et que eux, ben, en fait, ils avaient des douleurs. Et c'est là où, effectivement, c'est tellement intéressant de communiquer. J'aime bien cette échelle, de se donner une échelle et puis de se dire, bah, tiens, elle est à combien ma douleur et qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis d'aller voir aussi, de se dire, ben, je peux arrêter la pénétration, mais je peux aussi me dire, bah, c'est pas la fin de mon rapport. Je peux très bien revenir sur d'autres choses, que ce soit une fellation, un cuni, que ce soit se caresser, trouver en fait être dans la créativité en fait. Effectivement, tu disais voir le positif dans ces douleurs, c'est vrai que ça ramène de la frustration quand il y a ces douleurs, c'est pénible, ça donne pas envie. Mais justement, on trouve de la créativité, de dire bah tiens, bon bah qu'est-ce qu'on pourrait faire là maintenant pour continuer ce moment de plaisir sans pénétration, parce que peut-être qu'il y a des trucs trop sympas qu'on pourrait faire, et voilà, que ce soit avec un sextoy, que ce soit avec sa langue ou autre, mais en tout cas, voilà, trouver d'autres choses qui nous font du bien et se dire, bah, en fait, la pénétration, c'est peut-être pas forcément la panacée, ni nécessaire, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a toujours moyen, justement, de faire preuve de créativité et, dans ce cas précis-là, de terminer le rapport autrement. Puis, c'est là où c'est utile de connaître son partenaire et de savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'elle aime, et de terminer avec quelque chose qu'elle aime, justement. Moi, je sais que par exemple, quand j'ovule, euh, je sens vraiment mon ovaire et des fois c'est douloureux, c'est inconfortable. Et donc je sais que il y a certaines positions qui vont vraiment, bah ça va me faire mal et ça va pas être agréable. Donc j'adapte aussi. Et c'est vrai que juste se dire, bah tiens, ok, je m'autorise à changer de position des fois, mais ça change tout en fait. Mhm. Oui. Puis toi, est-ce que tu as toujours mal au même ovaire? Non, ça Non, change. c'est ça, ok. Parce que c'est ça, l'ovulation, c'est un mois, disons, l'ovaire droit, l'autre mois, c'est l'ovaire gauche. En tout cas, chez une personne qui a une ovulation, pardon, typique, un fonctionnement ovulatoire typique. Donc, ok, je voulais juste vérifier si toi, c'était toujours le même. Il y aurait peut-être eu lieu de se poser d'autres questions, là. Et ça me fait penser à autre chose, parce que moi j'avais eu des témoignages dans mon entourage de personnes qui parlaient qu'elles avaient mal quand elles ont des relations donc avec pénétration, et ça leur fait mal dans le fond. Alors il y en a qui parlent du col de l'utérus, ou en tout Mhm. cas que quand vraiment c'est une pénétration qui va vraiment dans le fond, ça peut être douloureux. Est-ce que tu as eu des retours toi aussi sur ces douleurs-là? En fait, c'est souvent présent chez les femmes qui ont de l'endométriose. OK? Ça s'appelle de la dysparunie profonde. Tu te rappelles, tantôt, on a parlé de dysparunie. Ouais. La dysparunie profonde, c'est justement des douleurs qui sont profondes dans le canal vaginal, donc justement près du col ou au niveau du col utérin. Hmm. Donc, endométriose, c'est, je pense, une femme sur deux qui a l'endométriose, qui a la dysparunie profonde. Ça peut être aussi dû à un utérus rétroversé. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ouais, bah c'est mon cas. Ah, bon, d'accord. Voilà. Il y a des personnes aussi qui ont un canal vaginal qui est plus court. Donc, peut-être avec certains types de pénis, certaines grosseurs ou certaines longueurs, ça peut joindre le bout du vagin, donc près du col, plus rapidement, plus Hmm. facilement que d'autres. Hein, faut pas oublier que nous aussi, les femmes à l'intérieur, on est quand même toutes faites différemment, là. Tout comme les hommes ont des formes, des longueurs, des grosseurs de pénis différentes. Ouais, c'est important à dire ça aussi, hein. On n'a pas toutes la même vulve et qu'on est toutes différentes à cet endroit-là parce que il y a aussi cette angoisse un peu de d'être vraiment comme tout le monde. Ben non, non, on est toutes différentes et c'est tout à fait normal, vraiment. C'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de faire un podcast sur ça parce que j'ai vécu des choses comme ça. Moi, c'est allé à un point. Bon, alors je pense qu'il y avait aussi le fait que j'avais un implant contraceptif à ce moment-là et que du coup j'avais beaucoup moins de désir sexuel. Mais moi j'ai ressenti un peu tout ça,
ce manque de désir, puis du coup, voilà, plus d'envie, etc. Et moi, je suis vraiment allée jusqu'au point de dire à mon copain, mais franchement, si tu veux coucher avec une autre femme, mais vas-y, parce que moi, là, en ce moment, j'ai pas Mhm. envie. Je veux pas te frustrer, je suis hyper d'accord, vas-y. Et moi, je me suis dit, quand même, enfin, je me suis dit, mais pourquoi? Et c'est là où je me suis dit, ok, il y a un problème, il faut que je creuse. Donc, c'est aussi pour ça, moi, que je fais ce métier, que j'ai envie d'accompagner les femmes. Et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast et que je suis très heureuse d'être avec toi parce que j'ai envie de dire que, bah oui, ça existe, que oui, il faut en parler, que tu n'es pas seule, mais qu'il y a aussi plein de solutions, vraiment. Oui, bien sûr. Mais toi, tes douleurs ont duré combien de temps? Ben moi, mes douleurs, bah alors elles étaient assez fréquentes les premières années surtout. Et moi, enfin, je me suis vite rendu compte qu'il y avait pas mal de sécheresse, de sécheresse vaginale. Et je me rends compte que de temps en temps, elles sont encore là, hein. Je pense que je suis pas complètement guérie, même si j'aime pas forcément ce terme-là, mais qu'en tout cas, j'ai une meilleure, j'ai une approche plus apaisée. J'essaie de moins me mettre la pression, parce que cette pression de dire, allez, cette fois, j'aurai pas mal. Et puis, bah, si j'ai mal, bon, bah, je suis hyper frustrée. Et du coup, maintenant, j'essaie de pas mettre la pression, de voir ce qui se passe. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'en fait, en fait, tout de suite, mon partenaire l'a su. Et j'en ai parlé. Moi, la communication, ça a été vraiment un truc dont j'ai vraiment parlé et où vraiment, voilà, je m'adressais vraiment, je lui en parlais, quoi. Je lui disais vraiment ce qui se passait. On essayait de trouver des choses. Et j'essaie encore aujourd'hui. Il y a plein de pistes hein, que j'ai envie d'explorer, mais c'est vrai que ça m'a pris du temps. Et je suis même contente de me dire, mais en fait, ça peut carrément ne plus être le cas, quoi. Ça, il peut ne plus y avoir de douleur, quoi. Oui, bien sûr. Oui, souvent, il faut une prise en charge multidisciplinaire, en fait, selon les études. C'est vraiment de cette manière-là dont on augmente nos chances de rétablissement, d'amélioration au moins là, de la situation si c'est pas le rétablissement. Ouais, c'est hyper important de se dire que c'est holistique, quoi. C'est important d'avoir un Oui. suivi thérapeutique, un suivi physio si nécessaire. Enfin, c'est Mhm. vraiment important. Et du coup, là, j'ai envie qu'on aille voir un petit peu toi ce que tu proposes justement dans tes accompagnements. Oui, en fait, le processus avec moi débute toujours par une rencontre. Ben, en fait, j'aime bien débuter par une rencontre gratuite sur Zoom de 30 minutes. Donc, j'évalue la situation de la personne, ses besoins, ses attentes et si je suis la bonne personne pour l'aider. Hmm. Parce que des fois, ça peut être une personne qui aurait plutôt besoin de psychothérapie, hein, ce que je ne fais pas. Mhm. Et donc, ça me permet justement de faire un petit triage là, pour être certaine que que la personne investisse en elle dans le processus, que je sois la bonne personne, que je suis certaine là, que je peux l'aider. Puis suite à ça, si on décide que oui, je peux lui offrir mes services, elle peut bénéficier de ce que j'ai à lui offrir. Ma première rencontre d'1 heure, c'est une évaluation. OK, là, j'ai parlé durant la rencontre de 30 minutes d'une petite préévaluation, mais là, je fais vraiment une évaluation plus globale. Par exemple, l'historique médical, la personne, qu'est-ce qu'elle a essayé jusqu'à présent, est-ce qu'elle est en couple ou non, en polyamour, un couple ouvert, exclusif, quelle est son orientation sexuelle, elle a quel âge, quelles sont ses auto-hypothèses sur sa situation. Donc, c'est une rencontre d'1 heure comme ça qui me donne, moi, plus d'outils pour ensuite co-créer avec cette personne-là un plan d'intervention avec des objectifs, des moyens pour y arriver et mes recommandations. Hmm. Et lorsque la personne suit mes recommandations, c'est sûr, comme dans tout accompagnement, ça va très bien. Euh, Puis, je lui demande aussi de faire une petite liste de priorités parmi les objectifs, hein, sur lesquels elle juge qu'elle... en fait, tu sais, par exemple, OK, oui, ça va peut-être aller mieux avec un exemple. J'en avais une que réguler le système nerveux, trouver des outils efficaces de relaxation faisait partie de ses objectifs. Donc Hmm. là, ce que je peux demander à ce moment-là, lequel des objectifs qu'on s'est fixés, disons qu'il y en a 3, que tu mettrais en numéro 1. OK? Donc, je m'adapte vraiment aux besoins de la personne.
Puis, moi aussi, en tant que thérapeute en santé sexuelle, eh bien, je lui dis, je pense que celui-là est vraiment important. On pourrait le mettre en deuxième, par exemple, ou en premier. OK? Hmm. Puis, à la suite de ça, bien, les autres rencontres servent à appliquer ce plan d'intervention-là, mais aussi je reste flexible selon les besoins de la personne. Si en cours de route, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui change, il y a toujours possibilité de s'adapter. Donc, moi, en ce moment, ce que j'offre, c'est des services, disons, plus ponctuels. Pour les personnes qui désirent pas investir dans un accompagnement, elles peuvent prendre un rendez-vous d'une heure, une fois de temps en temps. Mhm. Sinon, j'ai aussi un accompagnement de 3 rencontres, 6 rencontres ou 9 rencontres. Le 9 rencontres, c'est sur 9 semaines. Hmm. Ok, c'est Mais, chouette parce que ça laisse ouais, la possibilité aux personnes en fait de choisir un peu aussi comment elles veulent être accompagnées finalement. Est-ce qu'elles ont besoin d'un petit accompagnement, de quelque chose qui va plus en profondeur? C'est ça aussi qui est chouette de leur laisser cette liberté-là. ouais, c'est vrai. Puis on s'adapte au budget aussi, là. Donc ça permet, c'est sûr que de 3 rencontres à 9 rencontres, il y a quand même une différence au niveau de la tarification. Bien sûr. Mais ouais, moi en fait, mon gros projet là par rapport à l'accompagnement en ce moment, c'est de créer un programme sur 4 mois sur lequel je travaille depuis le mois de septembre. Et j'aimerais éventuellement, dans le fond, plus qu'il y aura de personnes qui vont y adhérer, hein, investir en elles, plus que je vais être capable de le bonifier. Et mon but, c'est que ce soit un programme multidisciplinaire. Donc, je joindrai à ça, par exemple, une physiothérapeute en rééducation périnéale, une ostéopathe, une hypnothérapeute. Tu comprends un peu le principe, donc je vais amener des expertes à faire partie du programme pour que la personne ait une prise en charge multidisciplinaire finalement. Génial. Ah, c'est super chouette. Je trouve que c'est une manière de pouvoir l'aborder de tous les côtés et tout en restant au même endroit finalement. Oui. Puis en fait, tous mes services visent à aider la personne à reprendre le pouvoir sur sa sexualité, en l'adaptant, en apprenant à lâcher prise aussi pour y retrouver du plaisir. Comme tout à l'heure, tu disais, ben moi, je me prends pas la tête, j'ai lâché prise un peu parce que sinon on devient frustré, hein, parce que souvent les femmes, c'est pas rare qu'elles vont entrer dans la performance. Elles vont vouloir justement comme retrouver celle qu'elles étaient avant ou celle qu'elles aimeraient, tu sais, l'amante qu'elles aimeraient être au détriment de leur douleur. Hmm. Donc, il faut pas rentrer là-dedans parce que c'est vraiment le contraire de la bienveillance. Et la bienveillance, elle est tellement importante pour le processus de rétablissement. Ça permet de relativiser, ça permet de faire preuve d'autocompassion envers soi-même. Hmm. Donc, c'est pour ça que je mise autant sur la bienveillance parce que je sais l'impact que ça peut avoir sur la vie sexuelle, mais aussi sur la santé mentale de la personne qui est souvent affectée avec de l'anxiété puis de la dépression ou juste des symptômes là, dépressifs, là, pas nécessairement un diagnostic de dépression, mais c'est vraiment fréquent là, que la personne vive toutes ces émotions-là. Hmm. Moi, je trouve ça super parce que du coup, ça permet vraiment de montrer qu'il y a plein de possibilités de s'en sortir, que ce soit dans une prise en charge globale, que ce soit quelque chose de très personnalisé comme tu proposes actuellement, justement, voilà, en proposant cette évaluation, en allant vraiment au plus près du vécu personnel de la personne qui vient de voir. Et puis aussi tout ce côté de ramener du plaisir et de reprendre ce pouvoir parce que parfois malheureusement ça pousse à faire passer du côté victime de ses douleurs, victime de cet inconfort et se dire ok maintenant je prends sans entrer dans quelque chose de surpuissance mais dire ok je prends les commandes et je reprends ce pouvoir de mon plaisir et j'accepte de m'offrir du plaisir et je pense qu'il y a beaucoup de choses à casser avec tout ça et c'est très très chouette, je trouve vraiment. Merci pour ce que tu apportes. Ben, ça me fait plaisir et je sens que c'est ma mission de vie. Donc, c'est pour ça que je me sens aussi investie là-dedans.
et que mes projets vont tous en ce sens-là. Un changement de mindset, c'est vraiment aidant. Hein? Nos pensées guident nos émotions, qui ensuite guident nos comportements. Ben moi, un jour, j'ai décidé, bon, ça suffit là, non, je vais guérir, je vais m'en sortir, je vais guérir. Et de ce que j'avais à ce moment-là, ça a fonctionné. Je n'ai plus ces douleurs-là. J'étais vraiment convaincue. J'ai vraiment changé mon mindset à ce moment-là pour un mindset plus, justement, comme si je reprenais le contrôle, le pouvoir, et que c'était moi la clé de ça. J'étais la clé de ce pouvoir-là. Et ça a fonctionné. Je ne les ai plus, ces douleurs-là. Avoir mal quand je faisais du vélo, je les ai plus, ces douleurs-là. Avoir mal quand je marche l'été en pleine canicule parce que ça crée de l'humidité sur la vulve, je les ai plus, ces douleurs-là. À être assise pendant des heures, j'ai plus mal au vestibule vulvaire. Donc, ça aussi, ça fait partie de mon offre de service, de travailler le mindset. Merci pour tout ça. Merci pour tous ces éclairages, pour du coup, ben voilà, tout ce que tu as apporté, toutes ces clés aussi. Hein, petit rappel, hein, mais moi vraiment les clés que je retiens de notre échange, c'est ben, savoir quelle douleur on a. Donc pas hésiter à aller voir un spécialiste et en parler et en changer s'il est pas Mhm. correct. Et je retiens beaucoup cette importance de la communication, cette importance de la lubrification, l'importance de modifier les rapports suivant ses besoins, que ce soit de changer de position, que ce soit d'évaluer sa douleur avec cette échelle. Vraiment, ça peut être vraiment quelque chose qu'on peut commencer à faire tout de suite, de dire, bah tiens, mon prochain rapport, tiens, j'évalue juste pour voir où ça en est. Est-ce que tu as envie de partager une dernière chose, que ce soit une dernière clé ou n'importe quoi, mais est-ce que tu as envie de partager une dernière chose avant qu'on termine cet épisode? Oui, j'aurais aimé parler du cercle vicieux de la douleur. Donc, parfois, comprendre de quoi il est composé peut nous aider à sortir de ce cercle vicieux de la douleur. Donc, imagine un cercle devant toi et tout en haut, ça débute par expérience douloureuse. OK? Puis là, on s'en va à droite. Il y a la catastrophisation. OK? Donc, exagérer la douleur, penser qu'on va être prise avec ça pour toujours, penser que c'est la fin du monde. OK? C'est ça, la catastrophisation. C'est des pensées catastrophiques aussi qui peuvent provenir du partenaire. Donc, ça aussi, ça influence la douleur. Ça influence la douleur perçue de la femme. Et si on continue à droite un peu plus bas, toujours le cercle, il y a ensuite une hypervigilance corporelle qui s'installe. Et par la suite, il y a des émotions négatives. Donc, vivre dans la peur. Et c'est là, en fait, que la réaction du partenaire peut jouer un rôle important. Un partenaire hostile ou qui sollicite trop de rapports sexuels malgré les douleurs, qui est trop impliqué, peut avoir un effet néfaste. Parce que ça influence la perception de la femme. Puis donc, émotions négatives, donc la peur. La peur mène ensuite à l'évitement de la pénétration. Là, on est rendu en bas du cercle. Et cet évitement-là crée un plancher pelvien qui devient très tendu, hyper tendu. Hein? On parlait tout à l'heure de l'hypertonie musculaire. Bien, celle-ci, elle empire les douleurs. Et ensuite, mène à des possibles troubles de l'excitation génitale, donc une perte de lubrification, donc encore plus de douleur. Puis, vécu de manière répétée, ça confirme le fait d'avoir peur et le besoin d'hypervigilance, ce qui contribue à l'évitement de la pénétration. Hein? Alors là, est-ce que tu comprends bien le cercle vicieux que ça crée? Ah bah clairement, ouais, on tourne à fond dedans, quoi. Ouais, puis on peut s'en sortir, on peut s'en sortir. Donc, si vous vous sentez prise là-dedans,
vous pouvez me contacter sans problème. Bah, merci de nous proposer de sortir de ce cercle avec toi et petit message à toutes les personnes qui se retrouvent dans ce cercle. Vous n'êtes pas seuls. Moi, j'en ai parlé, j'ai été dans ce cercle. J'en suis pas tout à fait sortie, c'est ok, mais j'en suis un peu sortie. Donc, il y a des pistes, il y a des endroits, même si c'est un cercle, il y a des endroits, il y a des ouvertures. Donc, il faut Oui. vraiment pas hésiter à se faire aider. N'hésitez pas, à aller voir Catherine. Hein. Je vais laisser tous tes liens en bas de la description du podcast. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. On vous répondra avec grand plaisir. Des retours, des partages. Parlez-en vraiment parce que ça aussi, hein, on a parlé de la communication avec le partenaire. Ouais, c'est hyper important. Moi, vraiment, en tout cas, j'ai besoin d'en parler, mais parlez-en autour de vous, parlez-en à vos meilleurs amis, parlez-en à vos copines parce que c'est un truc dont on parle pas souvent et même entre filles. Et moi, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin d'en parler. Des fois, je savais pas trop à qui en parler et des fois, juste de dire quelqu'un qui me dit t'inquiète, t'es pas toute seule, moi aussi je le ressens, ça fait du bien et ça peut aider aussi à se motiver à dire ok bah viens, on est deux copines, viens, on va chercher toutes les deux un truc pour que ça aille mieux, mais voilà. Donc parlez-en autour de vous, c'est pas un tabou, c'est pas une honte, ces douleurs, elles ont pas d'âge, comme tu l'as très justement dit, elles peuvent arriver à tout moment de sa vie et c'est ok. Mais c'est important d'en parler pour leur laisser, pour reprendre ce fameux pouvoir dont on se disait, et puis pour dire, je reste pas avec ça, et j'en parle pour justement me libérer de ça et sortir de ce cercle infernal. Merci beaucoup pour ce baptême de podcast. Trop chouette, avec grand plaisir. Faut savoir que quand même, il y a beaucoup de personnes, je vais les voir et elles ont jamais fait ça et merci de se prêter au jeu parce que je sais que c'était pas forcément évident de passer de ce côté-là. Donc, merci infiniment de m'avoir fait cet honneur et puis à très bientôt, en tout cas, pour peut-être d'autres épisodes pour creuser ce sujet. Donc, peut-être à bientôt. Oui, à bientôt, je l'espère aussi. Et bisous et courage à toutes celles qui ont des douleurs sexuelles. Vous n'êtes pas seules, comme le dit si bien Céline. Yes, on vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de La Voix d'une amoureuse.